Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'Actu Plus. Aujourd'hui, on est avec Christian finalement, donc Oui, juste moi et Christian. Christian, on va parler de secondaire en spectacle aujourd'hui. On va oui. parler du Salon du Livre, on va avoir quelques entrevues, on va parler de Sayona Mining qui fait beaucoup jaser aussi. On va parler d'agriculture avec Lucat et aussi avec Jardin Tomates et Camomille qui a aussi fait jaser dernièrement. On va parler de la fusion entre la Morandière et Rochebeaucourt et on va terminer en parlant de chez Pierre qui fête ses 100 ans. Gros, à beaucoup de sujets, on a même beaucoup de vidéos. Oui, Alors, on est mieux de commencer tout de suite. Secondaire en spectacle, c'est toi qui... oui, c'est un article que j'avais Uh-huh. écrit. Donc, les finalistes de secondaire en spectacle ont été officiellement nommés. Ils sont 7 et on a 6 numéros qui vont représenter l'Abitibi lors du rendez-vous pan-québécois qui OK. va avoir lieu, et la dernière tranche du rendez-vous, on va dire, va avoir lieu à Amos le 4 juin. L'endroit reste encore à déterminer. Et le Salon du Livre, Ben, Salon du livre, c'était au Témiscamingue cette oui, année. au Témiscamingue, on a confirmé que ce serait du 26 au 29 mai à Ville-Marie. Et on a quand même beaucoup d'auteurs pour la programmation jeunesse, notamment Patrick Sénécal, Mm. que je ne savais pas qu'il avait fait des œuvres jeunesse, et Marie-Pierre Giasson, qui est quand même bien OK. connue dans la région. De l'horreur jeunesse, je sais pas. Non, je crois pas qu'il ait fait de Non, l'horreur. ben moi, J'imagine je que sais ça pas, moi doit non être plus, hein. des œuvres pour les adolescents, peut-être des romans policiers, je sais pas. Donc, ça va être à suivre. On va aussi avoir l'illustratrice Annie Boulanger de Rouyn-Noranda qui va être sur place. La programmation complète va sortir le 26 avril. OK. Alors là-dessus, on va aller en entrevue avec Benjamin. Benjamin Audette, en Oui. fait, il vient nous parler de duo emploi. C'est un stage d'une journée pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, il va nous expliquer tout ça dans l'entrevue. Parfait. On regarde ça. Benjamin, tu es coordonnateur régional pour Vision Travail et tu viens aujourd'hui nous parler de duo emploi. Premièrement, est-ce Oui. que tu peux nous dire c'est quoi exactement? Bon, Duo Emploi, c'est l'occasion, c'est un stage d'une journée. C'est une occasion en or pour autant les personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir aller, durant une journée de stage, justement, aller découvrir une entreprise, rencontrer un employeur, mieux connaître les différentes tâches à réaliser, les compétences à avoir pour ce genre d'emploi-là. Puis pour l'entreprise, c'est une occasion de recevoir, d'ouvrir ses portes, de démontrer qu'il est un employeur de choix dans la situation actuelle du marché du travail. C'est une occasion de démontrer aussi le travail qui est réalisé là, au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment cette opportunité-là là, qui va se dérouler du 1er au 7 juin prochain, une opportunité pour réaliser un stage, mieux connaître une entreprise, mieux connaître des candidatures. Concrètement, comment ça fonctionne pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a un stage de l'emploi, pas un stage, pardon, mais un salon de l'emploi où il y a une façon de rencontrer l'employeur avant le stage? Ouais, ben, comment que ça fonctionne? Nous, chez Vision Travail, on va donner, en collaboration avec le ROSEF, là, qui est un organisme partenaire avec nous, on va travailler à faciliter toutes ces démarches-là. Donc, si une personne en situation de handicap est intéressée à faire un stage, elle peut nous contacter par courriel ou voir à nous appeler. Et puis, l'entreprise aussi est intéressée à pouvoir offrir un milieu de stage, peut nous contacter, puis nous, on va faire les vérifications. On va aller s'assurer, bon, c'est quoi la tâche, quelle journée que ça serait, qu'est-ce qu'il y aurait à réaliser, faire le rendez-vous et même accompagner jusque la journée de stage, même pour la réalisation, rendre ça facile et permettre justement cette rencontre-là entre l'entreprise et la personne, là, et que ce soit le plus facile possible. Et pourquoi les personnes handicapées en particulier? Est-ce que c'est plus difficile pour une personne handicapée d'avoir un emploi? Ben, souvent, avec ce qui arrive chez les personnes en situation de handicap, il peut se dresser différents obstacles durant le parcours, soit durant la recherche d'emploi ou en intégration.
Puis pour l'employeur aussi, ça peut représenter des défis que de savoir comment l'accueil devrait être réalisé, l'intégration puis le maintien en emploi d'une situation de handicap. C'est qu'il faut pouvoir le prévoir, fait qu'il faut le penser selon la situation, comme chaque situation est unique. Fait que c'est de se donner l'occasion de préparer l'entrée sur le marché du travail des personnes en situation de handicap et faciliter ça, réduire ces obstacles-là. C'est pour ça qu'on met, avec l'activité de duo emploi, on souhaite réduire vraiment ce genre d'obstacles qui se présentent. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'intérêt des employeurs pour des personnes handicapées? Oui. Chez Vision Travail, on est en mesure de voir là, que plusieurs entreprises, employeurs de l'Abitibi-Témiscamingue sont intéressés à embaucher des personnes en situation de handicap. Et puis, avec notre collaboration, on est en mesure de mettre différents services ou des mesures ou des soutiens aussi, même des gens directement qui peuvent aller en entreprise accompagner autant l'employeur que la personne pour s'assurer que en tout cas, tout se déroule pour le mieux possible pour l'emploi. Ça fait que oui, il y a une belle ouverture de plus en plus en région. Le contexte pénurie de main-d'œuvre peut-être aide, mais on a une belle ouverture en région. Vous parlez qu'il y a des personnes qui peuvent accompagner les personnes handicapées. Oui. C'est des personnes qui travaillent pour Vision Travail? Oui, effectivement, on a des agents d'intégration qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire des professionnels autant du travail social ou de l'éducation spécialisée, de la psychoéducation, qui vont donner un coup de main à la personne en situation de handicap ou peu importe sa situation, ainsi que l'employeur à faire en sorte, là, ficeler les bons liens, s'assurer qu'on a les bons outils, d'avoir une bonne compréhension de la situation, faciliter l'intégration puis le maintien en emploi. Et puis c'est des services qui sont pour la plupart là, gratuits. Fait que ça peut être vraiment intéressant autant pour la personne que l'entreprise. Est-ce que cette personne-là est présente durant la journée de stage? Oui, elle pourrait être présente durant la journée de stage là, de duo emploi ou sous d'autres formes aussi, là, à d'autres moments, je pourrais dire, mais particulièrement pour duo emploi, on peut penser à la présence d'une agente d'intégration là, pour favoriser, faciliter, je veux dire, le stage, le déroulement du stage. Si je ne me trompe pas, Duo Emploi a eu lieu l'année dernière aussi, puis là, ce serait la deuxième année. D'où est Oui. venue l'idée? Est-ce que c'est vraiment le ROSEF qui a parti ça? Est-ce que l'idée venait d'ici? Oui, ben en fait, l'idée de départ, c'est le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, là, puis son titre de ministre est plus long que ça, là, mais M. Goulet s'est présenté en France à un moment donné, a vu qu'il y avait ce genre d'activité-là réalisée, puis a souhaité pouvoir ramener ça au Québec et mettre ça en place avec le soutien, bien sûr, là, de tous les centres conseils en emploi qu'il y a au Québec. Donc, et avec le regroupement, le ROSEF aussi. Donc, comment mettre ça en place? Puis surtout dans le contexte là, de pénurie de main-d'œuvre qu'on entend parler depuis quelque temps, que c'est les personnes en situation de handicap là, sur le marché du travail est une réponse. Fait que c'est son intention de départ de mettre ça en place tout en collaboration là, avec les différentes organisations partout au Québec. Si on se concentre vraiment sur les personnes avec un handicap, c'est quoi l'avantage pour eux d'aller travailler plutôt que de rester à la maison, par exemple? Bien, il peut avoir différents avantages. Des fois, le revenu peut être plus important. Ça peut être une raison. Ça peut être aussi, il y a un côté social aussi, aller travailler. On a un statut quand on va au travail qui est perçu positivement, généralement dans la société, c'est de contribuer donc à la société. L'avantage aussi, c'est parce que les personnes en situation de handicap ont des compétences qui sont capables de réaliser plein de choses. Donc, c'est de les mettre à profit, ces compétences-là, dans le cadre d'un travail, d'obtenir un salaire aussi pour ce travail réalisé-là. Donc, c'est parmi les avantages, là, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est parmi les plus importants qu'une personne en situation de handicap là, peut trouver là, à aller travailler. Et comment on considère qu'une personne est en situation de handicap? Est-ce qu'il faut un papier du médecin? Est-ce que ça doit être un handicap physique ou un handicap mental peut compter aussi?
Ouais. En fait, il y a différentes situations de handicap, justement. Donc, ça peut être d'ordre physique. Bon, il y a un membre qui est plus ou moins fonctionnel ou on a perdu un membre, ou etc. Donc, ça peut être d'ordre physique. Ça peut être, comme vous dites, pardon, comme tu dis aussi, ça peut être d'ordre plus psychique ou des problèmes de santé mentale aussi. Ça peut être une combinaison de tout ça. Il y a différentes situations. Il peut y avoir des situations, des syndromes ou des maladies aussi qui font en sorte que ça a un impact sur plusieurs aspects physiques aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs situations. Puis c'est ça qui est bien en travaillant avec Vision Travail ou en travaillant avec un centre conseil en emploi. On vient un peu à démystifier ça, puis à retrouver, au-delà là, des différents diagnostics, etc., l'être humain, les compétences, qu'est-ce qu'il est capable, en mesure de réaliser. C'est ça qui est important. Bon, c'est sûr qu'en cours de route, là, il peut y avoir des papiers, on peut être appelé à aller chercher des rapports, etc., mais on est là pour regarder ça, pour faciliter les différentes démarches, pour qu'on fasse aussi ça en tout respect des personnes, puis de ce qui leur arrive. Puis, mais à être là de facilitateur aussi avec l'entreprise. Fait que, il y a beaucoup de discussions, on pense à ça, on pense aux objectifs de recherche d'emploi, mais oui, il y a des processus, des fois, il faut aller chercher des papiers, mais on veut faciliter ces différentes démarches. Et est-ce qu'une personne avec un trouble, par exemple, un trouble du spectre de l'autisme ou un TDAH est considérée comme une personne avec un handicap dans le cadre de Duo Emploi? Oui. Ben, oui, dans le cadre de Duo Emploi, ça peut être un trouble du spectre de l'autisme. On peut parler de déficience intellectuelle, on peut parler de troubles de santé mentale. En fait, toute situation où quand on rencontre un handicap quelconque, donc on peut participer à Duo Emploi. Mais pour Duo Emploi, on n'a pas besoin de tous les papiers, les rapports, hein. C'est beaucoup plus simple. C'est une simple demande, on vérifie. Puis on travaille de confiance avec la personne. Donc, si elle nous amène qu'elle vit une situation de handicap, là, on va travailler avec la personne à partir de ce qu'elle nous dit. Fait que c'est vraiment, on veut faire ça le plus simple possible là, pour Duo Emploi. Merci beaucoup, M. Audet, d'avoir été là aujourd'hui. Ben, avec plaisir. Donc, Christian, toi, tu avais fait une entrevue aussi avec qui déjà? Marc Nantel de Revimat. Justement, à propos de Sayona Mining. Effectivement, il vient nous expliquer pourquoi il y avait une pétition pour exactement. Soutenir la Première Nation de Longue Pointe. Donc, on regarde l'entrevue. Bonjour, M. Marc Nantel. Revimat, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'acronyme pour le regroupement Vigilance Mine Abitibi-Témiscamingue. Et là, actuellement, vous avez démarré une pétition. Pourquoi exactement? En fait, on est un regroupement de 9 groupes en Abitibi-Témiscamingue pour essayer d'appuyer la demande que la First Nation, Long Point First Nation, on les a appuyés dans leur demande. Puis leur demande, ils en ont 2. La première, ce qu'ils veulent, eux autres, c'est que le gouvernement leur permette d'avoir du financement pour pouvoir faire une étude environnementale pour le projet TANSIM, qui est un projet là, à venir de mine à ciel ouvert près du lac Simard, dans la région là, sur le territoire non cédé des Autochtones. Puis ils ont fait une demande, c'est avec nous, on considère que cette demande-là est légitime parce qu'on considère que les Autochtones ont leur mot à dire. Puis s'ils veulent une étude indépendante, alors pour le faire, ça leur prend des moyens. Alors c'est donc, ils ont fait une demande, on les appuie là-dessus. Mais la deuxième, c'est une demande que nous-mêmes on fait, dans le sens que c'est un projet, TANSIM, c'est juste 1/3 du projet qu'annonce Sayona Mining. Ils ont l'objectif de faire 3 mines à ciel ouvert. Il y en a déjà une en activité qui est la North American Lithium, près de la Corne. Il y a le projet Hautier Lithium, qui est près de la Motte, qui actuellement va avoir un bureau d'audience publique. Puis il va avoir le TANSIM. Alors ce que la nation de Long Point veut, c'est d'avoir une étude, un bureau d'audience publique pour les 3 projets ensemble, et non pas des 3 projets là, qui sont séparés. Pourquoi? C'est parce que la minière, Sayona Mining, annonce que finalement, elle-même, que c'est un gros projet, et non pas 3 projets,
qui va prendre tout le spodumène du tansim, puis au lithium, puis ils vont tout amener ça à la corne pour faire un traitement là, qui vont transformer le spodumène, soit en carbonate de lithium ou en hydroxyde de lithium. Ils ne sont pas décidés encore. Alors donc, nous, on dit c'est un projet qui est énorme, qui va avoir un impact beaucoup plus grand que le projet actuel au niveau de North American Lithium à la corne. Donc, il devrait y avoir un bureau d'audience publique pour les 3 projets pour voir quel est l'impact que ça va donner en Abitibi-Témiscamingue. OK, mais qu'est-ce que vous croyez que ça pourrait être comme impact? En fait, c'est assez sérieux dans le sens que quand on dit on va traiter les minéraux qui vont venir de 2 mines à ciel ouvert, ça veut dire qu'il va y avoir des résidus qui vont rester, puis il va y avoir des stériles qui vont rester sur place à la corne. Alors, on va se retrouver avec des haldes énormes qui est cumulatif là, de 3 mines à ciel ouvert. Puis, j'aimerais souligner que le projet North American Lithium n'a jamais subi de bureau d'audience publique. C'était avant la norme de 2013, donc ils ont été capables de faire le projet, de se lancer. Fait qu'il n'y a pas d'études hydrogéologiques actuellement qui ont été faites. On ne sait pas ce que ça a comme impact sur l'eau qui est dans la région. Puis, j'aimerais juste souligner qu'il y a la moraine d'Arikana qui est tout proche de ce projet-là. Est-ce qu'elle va être affectée? L'eau de cette moraine-là, qui est une eau qui est aussi bonne que l'eau de l'Esquerre de Saint-Mathieu, qu'est-ce qui va arriver à cette eau-là si on se retrouve avec des haldes énormes? Donc, je pense que la demande de First Nation, la demande qui vient des Autochtones, elle est vraiment crédible. Puis, finalement, on prend la minière au mot. Hein. La minière n'arrête pas de présenter ça comme étant un projet. Alors, si c'est un projet, bien, on fait un bureau d'audience publique. Je vous remercie beaucoup. Donc, Christian, aussi, Sayona Mining a répondu par rapport à cette pétition-là. Sayona Mining qui a dit qu'elle est très à l'écoute des communautés, qu'elle va faire le tour des communautés pour vraiment parler aux gens et répondre à leurs questions. Donc, c'est à suivre. Et là-dessus, on y va avec l'UQAT qui étudie pour une agriculture du futur. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder au niveau justement des changements climatiques et l'agriculture. L'Université du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, qui veut étudier des nouveaux modèles de façon de faire, etc. Alors, c'est à suivre. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles dans ce style-là. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des choses qu'on ne voyait pas souvent. Mais côté environnemental, on dirait qu'on regarde vraiment choses qu'on ne faisait pas avant. Bien, je trouve ça intéressant parce que c'est ça. On en Donc, est rendu là. Là, on parle aussi d'élevage, dans le fond, de trouver une façon de faire de l'élevage tout en préservant l'environnement. C'est ça. C'est carrément ça, parce qu'éventuellement, je veux dire, on veut essayer de regarder pour la même quantité de bovins, comment est-ce qu'on peut réduire au niveau pollution, au niveau de l'accumulation du carbone dans le sol, etc., etc. Alors, on veut regarder toute la biodiversité que ça peut apporter. Parce qu'on sait que les scientifiques recommandent de diminuer la consommation de viande, mais les gens ne sont pas forcément très ouverts. Ici, en Abitibi, on a quand même une grande communauté de chasseurs, des gens qui adorent la viande. Donc, ça peut être une avenue de voir un petit peu comment on peut diminuer l'impact environnemental. Parce que là, actuellement, c'est des chercheurs de l'Université de Sherbrooke et du Québec à l'Université du Québec en Outaouais et le MAPAC qui vont avec l'UQAT. Parlant du CAT, on a une entrevue. Oui, avec le recteur de l'UQAT qui va nous parler de différents sujets qui ont fait l'actualité dans les derniers mois. On écoute l'entrevue. Monsieur Rousson, vous êtes recteur à l'UQAT et vous venez nous parler aujourd'hui un peu d'études postsecondaires, principalement des nouvelles qu'on a eues dans les derniers mois par rapport aux études postsecondaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des bourses Perspectives Québec qui ont été annoncées il y a quelques mois par le gouvernement? Oui, bien, en fait, c'est une excellente nouvelle pour nos étudiants à l'intérieur des différents domaines de formation de ces bourses-là. En fait, c'était quelque chose qui se travaillait depuis un certain temps avec le gouvernement du Québec. Donc, l'annonce a ravi plusieurs de nos étudiants, je vous le dirais. Ce n'est pas tous les étudiants de l'université qui vont pouvoir profiter de ces bourses-là, mais il y a de nombreuses catégories d'étudiants. Là, on pense à ceux en sciences de l'éducation, en santé, services sociaux, en génie,
Nos programmes aussi en création de nouveaux médias sont ciblés là, pour recevoir les étudiants sont ciblés pour recevoir ces bourses. Est-ce que vous avez entendu un peu de grogne par rapport au fait que Travail social reçoit les bourses à l'université, mais pas au cégep? Je sais qu'il y a eu différentes étapes qu'il y a eu avec le gouvernement. En fait, je sais que le gouvernement a fait une première série d'annonces et à la suite de ces annonces-là, on était plusieurs, donc les universités comme les cégeps, à réagir en posant quelques questions, à savoir pourquoi certaines catégories, pas d'autres, pourquoi certains à l'université, non pas au cégep et l'inverse, et ainsi de suite. Alors, je sais que le gouvernement a pris en délibéré certaines décisions. Il a ajouté des programmes, notamment chez nous à l'université, qu'il finançait dans d'autres universités, mais pas chez nous. Alors, je sais qu'il y a eu une série de rattrapages du gouvernement. Et de ce que je comprends, c'est qu'il y a encore à l'étude certains programmes. Alors, je ne connais pas le dossier spécifiquement pour le travail social au cégep, mais je sais que le gouvernement est en analyse de certains autres programmes. Est-ce que vous pensez que ces bourses-là devraient devenir récurrentes ou le fait qu'elles soient un peu plus ponctuelles ne vous inquiète pas vraiment? Voilà une excellente question, je vous dirais. Là, c'est sûr que ça vient de donner un coup de main à la fois pour les étudiants qui sont dans des programmes en pénurie d'emploi actuellement, qui sont très prisés et recherchés, mais ça pose des questions pour le futur. Alors, à quel moment ces bourses-là vont arrêter? Je vous donne l'exemple des sciences de l'éducation. En fait, il y a pénurie dans le domaine depuis de nombreuses années déjà. Alors, est-ce que le gouvernement va souhaiter continuer à financer ces bourses-là jusqu'à ce que la pénurie se termine? Certains pronostics nous amènent jusqu'en 2030, 2032, 2033. Donc, ça fait un engagement sur du long terme que le gouvernement n'a pas pris encore. Alors, je sais que nous, on pose beaucoup de questions. On espère que certaines de ces bourses vont rester. On se questionne aussi sur certains autres domaines de formation où il y a pénurie, mais qui n'ont pas été ciblés par le gouvernement, tout comme d'autres domaines de formation aussi, là, où des bourses seraient intéressantes également à développer. Là. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire avec l'appareil gouvernemental, mais je vous dirais, il y a déjà une première pierre qui a été posée. Maintenant, on va tenter de construire sur le reste. Donc, ce que je comprends, c'est que vous trouvez que les bourses sont intéressantes, mais vraiment pour les domaines où il y a pénurie. Oui, en fait, c'était la première cible. C'est une cible actuellement du gouvernement du Québec, mais je sais qu'il y a pénurie dans certains autres domaines, peut-être moins exacerbée que dans certains autres. Là. On pense à ceux en santé et en éducation, mais qu'on a besoin d'attirer des jeunes aussi, là, parce qu'éventuellement, il y aura enjeu où il y aura pénurie. Alors, est-ce que cette stratégie-là sera la même et pourra être appliquée? Malheureusement, on n'a pas les réponses à ce moment-ci. Mais il y a d'autres domaines aussi où il n'y a pas nécessairement de pénurie, mais que les étudiants pourraient bénéficier d'une bourse d'attraction pour les attirer. Il y a tous les enjeux aussi. On a beaucoup dans les universités, notamment chez nous à l'UQAT, des étudiants de première génération. Donc, ils sont les premiers à aller à l'université. Et on sait qu'un coup que ce pas-là est franchi, ça ouvre la voie à d'autres étudiants dans les familles de ces étudiants-là. Alors, est-ce qu'il y aura éventuellement des bourses d'attraction, des bourses persévérance pour ces étudiants-là? Ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, ça amène toute une série d'enjeux et de réflexions sur lesquels on est prêt à se pencher et trouver des solutions avec le gouvernement. Ça m'amène à vous parler un peu de la gratuité scolaire. Il y a des étudiants au travers le Québec qui le réclament encore une fois. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une avenue éventuellement pour les étudiants ou ça causerait plus de problèmes qu'autre chose? En fait, je vous dirais, c'est un débat de société que l'ensemble de la société doit avoir. Il y a certaines autres nations à travers le monde qui ont ouvert à la gratuité scolaire, mais ça vient aussi avec une facture pour l'ensemble des citoyens de ces États-là, de ces pays-là. Donc, ça devient vraiment un choix de société. C'est sûr que l'éducation est un des plus beaux moteurs de développement que notre société peut se donner. Donc, si jamais la société québécoise décide d'aller de l'avant, mais on va choisir, c'est renoncer. Donc, on va devoir renoncer à certains autres choix. Il y a une capacité de payer, notamment de l'ensemble des contribuables du gouvernement, de la province de Québec. Mais l'effet de la gratuité scolaire est intéressante. Il y a certains pays qui l'offrent d'emblée, d'autres avec certaines contraintes en disant, bien oui, on va financer
un premier programme et ça, si l'étudiant décide de changer, bien là, malheureusement, la gratuité ne suit pas. Donc, il y a toute une série de réflexions et de contextes et de balises aussi à mettre en place. Mais ce débat-là, je ne peux pas dire qu'il a été très poussé au Québec encore. On aurait avantage à creuser l'idée parce que ça revient périodiquement de la part des étudiants. Mais comme société, on a à se questionner aussi sur l'apport et la place de l'éducation dans notre société. Les gouvernements nous disent que c'est toujours une priorité, mais les enveloppes sont toujours très ciblées. Donc, est-ce qu'on est dû pour une sorte de réforme parent numéro 2 puis élargir la réflexion? Bien, ça serait un beau débat à faire. Mais bien entendu, la gratuité vient aussi avec certains inconvénients qui toucheront éventuellement d'autres secteurs de la société qui, malheureusement, n'obtiendront peut-être pas suffisamment de financement parce qu'il y a de l'argent qui va aller en éducation. Donc, il y a des pour, il y a des contre, mais il y a la place à débat, ça c'est certain. Vous dites que l'argent qui est octroyé par le gouvernement est très ciblé. Est-ce que vous pouvez développer votre idée? Bien, oui, en fait, les universités, comme les cégeps, en fait, les établissements postsecondaires reçoivent une enveloppe financière pour couvrir ce qu'on appelle des frais de fonctionnement. Mais depuis plusieurs années, en fait, le gouvernement diminue un peu ces enveloppes de financement régulières-là au profit de certaines enveloppes ciblées. Je vous donne un exemple. Là. Pendant la pandémie, le gouvernement a injecté beaucoup d'argent au niveau de la santé mentale des étudiants. Ça, c'est merveilleux. On a mis en place beaucoup de choses. Il y a du personnel qui a été embauché, il y a des services qui ont été adaptés, mais cette enveloppe-là n'est pas sur une base récurrente dans notre financement. Donc, la crainte que nous avons, c'est qu'on a mis en place toute cette belle structure-là, mais si le financement n'est pas attaché à l'enveloppe régulière des frais de fonctionnement et que le gouvernement, en bon français, tire la plug sur ces enveloppes-là, bien là, il y a tout un pan de services qui va peut-être disparaître ou s'amoindrir. Alors, c'est les étudiants qui vont écoper par la bande. Alors, c'est là où on travaille avec le gouvernement pour que ces enveloppes dédiées-là, des montants bien précis ou des enjeux précis, puissent éventuellement transiter vers des enveloppes plus régulières et stables dans nos organisations. Parce que c'est dur de planifier certains services lorsque l'enveloppe est annuelle, mais on ne sait pas si elle sera récurrente d'année en année. Donc, il y a des enjeux de développement sur le long terme quand c'est des enveloppes très, très ciblées. Est-ce que vous avez l'impression que l'éducation est un petit peu trop politisée? Par exemple, justement, le fait que les revenus ne sont pas récurrents, qu'il n'y a pas de promesses sur le long terme, mais plus jusqu'à la prochaine élection ou sur 2 mandats? C'est une excellente question. En fait, pour certains, oui. En fait, on gère peut-être certains domaines comme la santé, l'éducation ou d'autres enjeux en fonction des élections à venir. Donc, notre système électoral est ainsi fait. Il y a certaines personnes qui réclameraient peut-être que la santé et l'éducation deviennent un peu comme une sorte de société d'État, un peu comme Hydro-Québec, là, où c'est un peu à l'extérieur des paramètres politiques et de politiciens. Il y a des avantages et des inconvénients à chacun, là, mais effectivement, il arrive à tout moment donné dans un cycle électoral où il y a des enjeux qui reviennent et qui sont à la fois très politisés selon les différents partis là, qui souhaitent notre vote. Comment on pourrait voir ça en place? Par exemple, on aurait une organisation appelée, disons, Éducation Québec qui gérerait l'éducation ou bien ce seraient les universités, les cégeps eux-mêmes qui géreraient l'éducation postsecondaire? C'est une excellente question, ça aussi. En fait, ces deux modèles-là pourraient exister ou coexister ensemble. Il faut savoir que les établissements postsecondaires, notamment les universités, ont une très grande autonomie, ce qu'on appelle notre autonomie universitaire. Donc, il y a énormément de décisions qui sont prises à travers différentes instances décisionnelles au sein même de l'université. Et nous avons un conseil d'administration qui est autonome, qui est indépendant, qui prend aussi des orientations. Nous avons, faisant partie du grand réseau de l'Université du Québec, on est différentes universités réunies aussi où on met en commun différents services ensemble là, au bénéfice des étudiants du réseau de l'Université du Québec. Donc, il y a une philosophie similaire à ça au sein du réseau de l'Université du Québec. Il y a différentes instances aussi qui existent pour avaliser certains des programmes de formation, pour faire des suivis. Il y a les ordres professionnels aussi là, qui viennent nous donner conseil là, pour certains de nos programmes. Donc, il existe un écosystème, je dirais, là, qui joue un peu ce rôle-là, mais il y a toute une couche aussi politique. Donc, selon qui est là ou la ministre en place, selon le parti qui est en place, bien,
il y a des orientations qui changent d'élection en élection, qui peuvent venir nuire sur une vision stable ou plus long terme sur l'éducation. Parce que souvent, en sciences de l'éducation, c'est des individus, donc c'est sur plusieurs années que les effets peuvent se sentir. Donc, s'il y a des changements à chacune des élections, mais ça vient aussi contrecarrer certains effets longitudinaux sur le développement des enfants, des jeunes ou des moins jeunes, des adultes aussi. Là. On a quand même observé certains projets de loi qui visent à améliorer l'éducation. Par exemple, le projet de loi 14 qui a été adopté pour les stagiaires, améliorer leurs conditions de stage. Est-ce que vous êtes un petit peu au courant de ce projet-là? Oui, un peu. En fait, dans une ancienne vie, avant d'être recteur, j'étais superviseur de stage à l'université, notamment en sciences de l'éducation. Donc, je connais bien le dossier, je connais bien aussi le milieu des stages. En fait, c'est très intéressant, cette loi-là, notamment pour nos étudiants, pour leur donner un cadre légal qui va leur permettre de vivre un stage intéressant à la hauteur de leurs attentes, mais aussi à la hauteur du programme de formation dans lequel ils se sont inscrits. Là. Donc, il y a certaines balises, il y a certains stages qui deviennent rémunérés maintenant, dont les sciences de l'éducation, là, qui apportent un élément intéressant là, pour les étudiants qui sont dans le programme, pour le milieu aussi, et pour l'expérience que ça donne. Donc, ça vient effectivement là, soutenir nos projets de développement dans les universités et nos étudiants n'en sont que plus gagnants. Là. Les stagiaires, est-ce que vous pensez que de les rémunérer pour leur stage, ça pourrait encourager certains à aller dans des domaines où il y a des stages? Bien, je vous dirais, c'est peut-être une retombée, mais je vous dirais que ça a un impact au niveau de la persévérance et la diplomation de ces étudiants-là. Il faut savoir que certains stages se déroulent sur plusieurs mois. Donc, pendant que les gens sont en exercice, en formation, en stage, bien, ils ne sont pas nécessairement en emploi. Donc, il faut savoir que de nombreux étudiants universitaires, des fois, on a la fausse perception que les étudiants sont riches, mais au contraire, de nombreux étudiants peinent à arriver. Les frais sont somme toute élevés, ce qui fait en sorte qu'un étudiant qui est en stage pendant plusieurs mois et qui ne peut travailler ou occuper un emploi pour venir subvenir à ses besoins, bien, ça crée un sérieux trou dans un budget, que ce soit familial ou personnel. Donc, cet apport financier-là pour venir soutenir les étudiants, bien, ça vient alléger un grand fardeau, un stress important. Ça ne fait qu'augmenter le taux de persévérance et de diplomation. Là. Donc, si ça peut encourager des étudiants aussi à venir dans ces professions-là, bien, ça serait juste un plus, un peu comme la cerise sur le sundae. Mais je vous dirais, d'entrée de jeu, le plus gros impact est lié à la persévérance et à la diplomation de ces étudiants-là. Vous avez parlé que ça peut créer un trou dans le budget là, en attendant que peut-être un jour les stages soient rémunérés. Bien, il y a les prêts et bourses. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui y a accès et l'ancienne protectrice du citoyen, Mme Rinfret, a émis des recommandations en soulignant que le processus n'était pas toujours tout à fait transparent. Les étudiants ne savaient pas toujours pourquoi leur dossier avait été refusé et ça pouvait être difficile d'obtenir une réponse. Est-ce que vous avez entendu parler de situations comme ça à l'UQAT? Bien, en fait, à l'UQAT, ben oui et non, en fait, parce que je sais que le régime de prêts et bourses, effectivement, ce n'est pas tout le monde qui a accès aux bourses notamment. Aux prêts, c'est peut-être un peu plus facile pour certains étudiants, mais c'est effectivement un système qui mériterait une plus grande transparence à tout le moins. Il y a peut-être une petite réforme ou une révision des règles. Pour moi, le régime de prêts et bourses est un beau régime en soi. En partant, là, c'est un excellent projet. Parce que pour une société, en fait, je ne le vois pas comme étant une dépense pour la société, mais plus un investissement. Donc, on permet à des gens moins fortunés de pouvoir accéder à des études postsecondaires qui, d'un point de vue économique et social, un diplômé postsecondaire aura des revenus plus importants, aura une qualité de vie meilleure aussi qu'une personne qui n'a pas de diplôme. Donc, on a tout avantage comme société à encourager les gens à poursuivre leurs études postsecondaires, leurs études, en fait, pour aller se chercher un diplôme, mais pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin dans les études postsecondaires, bien, ce régime de prêts et bourses-là devient un levier extrêmement important. Donc,
pour une société de prêter de l'argent à un très, très faible taux d'intérêt, bien, il y a un retour sur l'investissement qui est énorme là, en termes d'impôts et de retombées sociales qui ne sont que positives. Donc, si on peut se permettre de venir ajuster ce régime-là, ce programme-là, au bénéfice d'un plus grand nombre d'étudiants, bien, c'est toute la société qui va être gagnante. Bien, sur cette note-là, je vais vous souhaiter une belle journée. Merci d'avoir été là avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Parlant d'éducation postsecondaire, Béatrice Mediavilla, qui est une enseignante en cinéma au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, a reçu un prix quand même assez prestigieux, un prix du Calque comme artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue. Elle a même reçu 10 000 $. Elle vient de nous parler un petit peu d'un de ses projets qu'elle a fait dans les dernières années et aussi de l'impact que ça a sur elle. On regarde l'entrevue. Alors, Béatrice, tu as reçu un prix du Calque cette année. Oui, je viens de recevoir ça. C'est le prix du Conseil des arts et des lettres dans le cadre des prix en art et culture. Puis cette année, la discipline, c'était cinéma, vidéo et arts médiatiques. Et c'est le prix artiste de l'année. Et tu as reçu 10 000 $ pour ça? Oui, c'est une bourse qui vient avec énormément de reconnaissance, puis 10 000 $. Est-ce que tu as une idée si tu vas faire un projet cinématographique avec cet argent-là ou tu n'as pas encore décidé? Je n'ai pas encore décidé. J'ai des projets en cours, mais ça, c'est comme... on dirait que ça vient d'arriver, fait que je n'ai pas eu le temps encore, on dirait même à la limite de réaliser, tu sais, l'importance de la bourse. Fait que c'est comme trop précieux, puis je vais bien réfléchir pour l'utiliser là, à bon escient. Donc, est-ce que je comprends? C'est gros pour toi là, d'avoir gagné ça, là. C'est une très, très grande reconnaissance parce que comment ça fonctionne, c'est que c'est un jury de pairs, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans le domaine du cinéma, de la vidéo et des arts médiatiques. Puis c'est des gens partout au Québec. C'est un jury qui est provincial, qui est pas nécessaire. Donc, c'est des gens qui me connaissent pas. Puis moi, c'est le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue qui a soumis ma candidature, un dossier avec mon travail de cinéaste, mon travail d'artiste, des explications, des extraits, puis tout ça. Puis donc, ils ont reçu, je ne sais pas combien de dossiers. Puis au départ, ils sélectionnent 3 finalistes. Et c'était Serge Bordelot et Dominique Leclerc qui étaient les finalistes avec moi. Puis c'est deux artistes là, qui ont un super beau parcours. Tu sais, Serge Bordelot, il a fondé une production, Nagadam Film, travaille beaucoup dans le court-métrage avec les Autochtones aussi, avait fait le Festival du cinéma des gens d'ici, travaille en 360 aussi, puis il a eu des belles reconnaissance de ses pairs aussi pour son travail d'artiste. Puis Serge est à Val-d'Or, Dominique Leclerc est à Rouyn-Noranda, a fait Les Chiens-Loups, a fait Alex Marchal-Amour, Les Chiens-Loups, a voyagé partout dans le monde aussi. C'est d'ailleurs mon directeur photo puis mon monteur dans la plupart de mes projets artistiques. Fait que j'ai une grande admiration pour son travail. Il travaille aussi, il a fait plein de projets depuis super longtemps dans plein d'autres domaines reliés au cinéma, mais je veux dire que ce soit pour du documentaire ou de la fiction ou des projets corporatifs. Puis il y a toujours une façon d'apporter son regard aussi, puis il y a une reconnaissance aussi. Fait que pour moi, d'avoir été nominée avec ces 2 personnes-là, c'est déjà... J'étais vraiment honorée de ça. Tu sais, j'étais là, wow, quelle reconnaissance que d'avoir mon nom avec ces 2 êtres humains-là, que c'est des artistes que j'admire particulièrement. Fait que d'avoir ensuite, la dernière étape, c'est que les jurys choisissent la personne dont le travail est le plus méritoire, puis que ça tombe sur moi, c'est vraiment une super reconnaissance. Tu sais, on fait du cinéma en tout cas moi, en tant qu'artiste, pour rejoindre les gens, pour exprimer quelque chose. Fait que de sentir en retour que ça les a touchés puis que le travail a une valeur, c'est super important, en fait, puis ça donne vraiment un élan pour continuer, puis ça donne un sens aussi au travail qu'on fait. Tu sais, des fois, je me dis, ça prend du front autour de la tête pour dire, moi, c'est vraiment super ce que j'ai à vous dire, fait que écoutez-moi. Fait que je trouve que ça recadre un peu les choses, puis ça donne envie de continuer, oui. Et là, tu dis que tu veux rejoindre les gens avec le cinéma. Habiter le mouvement, un récit en 10 chapitres, je n'étais plus sûre si c'était le mot récit. Qu'est-ce que tu voulais lancer comme message en faisant ce film-là? En fait, Habiter le mouvement, récit en 10 chapitres, c'est un documentaire dans lequel
je me suis donné, puis on s'est donné beaucoup de liberté. C'est un portrait au départ de Thierry Tuoniang, qui est un chorégraphe français qui travaille beaucoup avec des non-danseurs. Et il est venu faire une tournée au Québec. Puis nous, on s'était rencontrés, lui et moi, dans le cadre d'un festival où j'avais présenté Danse avec elle. Et pour lui et pour moi, la danse permet aux gens d'être dans un présent sensible et de partager un certain moment d'authenticité. Et donc, dans le film, quand j'ai scénarisé après le tournage, ben, au début, il devait y avoir 8 chapitres, puis finalement, c'est devenu 10 parce qu'on avait fait des entrevues avec les différents participants, puis les gens qui ont été présents lors de la tournée de ciné-danse qui est organisée par Sylvain Blot, qui est un festival de danse qui est ambulant à travers les différentes villes. Fait que quand on a filmé, on allait filmer vraiment ces ateliers-là. Puis au niveau du montage, c'est devenu un peu l'intersection entre ce que Thierry pense de la danse, ce que les participants ont vécu, puis ce que moi, je pense. C'est un peu cette zone-là là, d'intersection dans un diagramme de Venn. Et pour moi, tout comme pour Thierry, le corps est beaucoup plus intelligent qu'on pense. On est dans notre société occidentale, on a beaucoup séparé le corps et l'esprit, la tête et le cœur. Un, il ne parle pas à l'autre. C'est comme s'ils sont divisés, alors que pour moi, ça va ensemble. Et le corps est pas mal plus intelligent qu'on pense. Et par la danse ou par le mouvement, en habitant ce mouvement-là, ben, on est capable de communiquer puis d'entrer en relation d'une autre façon. C'est un peu ça le propos du film, tout en étant un portrait du chorégraphe, puis en portant aussi ma parole, parce que j'ai pris beaucoup de liberté dans certains chapitres. C'est vraiment davantage ma parole que sa parole, mais en m'assurant toujours qu'on soit là, en synchronisme quant aux propos véhiculés. Et si quelqu'un veut se lancer dans le cinéma en Abitibi-Témiscamingue, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Ben, 2-3 choses assez simples, en fait, d'avoir confiance, de le faire, de se lancer. Un des avantages qu'on a, c'est sûr qu'en faisant un cinéma qui est territorial, qui est loin de Montréal, un cinéma qui est plus régional, ben souvent, on peut avoir l'impression qu'on est comme désavantagé sur certains aspects, mais il y a une facilité, une proximité, une solidarité qui est aussi présente. J'imagine qu'elle existe à Montréal aussi parce que les gens se connaissent et s'entraident, mais ça existe aussi. Il y a des ressources, il y a le Conseil de la culture, il y a des programmes de bourse, puis il y a aussi, on vient de fonder cet organisme-là, la table interrégionale de concertation, la table de concertation interrégionale en cinéma. Donc, c'est plein de cinéastes de partout au Québec, sauf dans un périmètre de 80 km de Montréal. C'est-à-dire tous ceux qui vivent une réalité semblable pour faire du cinéma en région, que ce soit la Gaspésie, Sherbrooke, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Abitibi-Témiscamingue, puis on est tous regroupés ensemble pour développer des façons de faire, pour s'aider. Donc, ça peut être un super bon outil. T'sais. Donc, en gros, là, se faire confiance et le faire. Je veux dire, c'est rendu beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de faire du cinéma que ça l'était à l'époque de la pellicule. Il y a des ressources en région. Le Conseil de la culture peut être un super bon outil pour avoir accès. Ils sont vraiment très, très bons, très, très disponibles pour avoir accès à différents programmes de bourse, différents réseaux. Et la table, la TACIC, là, TACIC, table de concertation interrégionale en cinéma. Ça aussi, ça peut être vraiment un bel outil puis une belle porte d'entrée pour développer un réseau parce qu'aujourd'hui, à l'ère, on est en entrevue, toi et moi, puis on n'est même pas dans la même ville, puis ça marche pareil. Donc, ça, c'est applicable aussi. Il y a un changement dans les frontières qui est intéressant à exploiter. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui peuvent aider les personnes qui veulent commencer en cinéma et la distance n'est pas nécessairement juste un désavantage. Absolument, tu as tout compris. Merci beaucoup, Béatrice. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Je veux juste voyons, j'ai de la misère, j'en perds mes mots. Je veux juste exprimer à nouveau ma gratitude puis mes remerciements parce que le cinéma, ça ne se fait pas tout seul. C'est vraiment toute une équipe de gens qui ont eu confiance en moi, qui m'ont suivi dans mes projets, dans mes idées, qui m'ont fait confiance. Puis qui m'ont, je pense particulièrement à Dominique Leclerc puis Antoine Bédard, qui sont l'image, le son. Puis pour mes films, ça ajoute vraiment
moi, j'ai mes idées, puis eux embarquent dans mon projet, puis ils vont comme soutenir et magnifier par leur talent là, ce que je propose comme geste chorégraphique et cinématographique. Fait que je voulais les remercier encore. Puis merci à toi pour cette entrevue-là. Bien, ça fait plaisir. Passe une belle journée, Béatrice. Bonne journée, merci. Fusion entre La Morandière et Rochebeaucourt, ça a fait discuter un petit peu. Donc là, il y a eu dernièrement, cette semaine, deux séances d'information, en fait, à chacune des municipalités. Et les municipalités sont très favorables à cette fusion-là. Ce serait avantageux pour eux, selon les deux maires et selon les conseillers. Les séances se sont bien passées. Il y a des personnes qui avaient quelques questions. On a été en mesure de répondre à tout. Donc, ça s'est bien passé. La fusion devrait avoir lieu éventuellement, là, mais ça reste à voir quand même. Je pense qu'ils veulent aussi, ils aimeraient ça avoir Champ-Neuf avec eux autres. Champ-Neuf, pour l'instant, ne fera pas partie du projet. Champ-Neuf n'était pas intéressé, malheureusement, mais ils auraient pu appeler ça le secteur des coteaux si ça avait été le cas. Mais là, ils vont laisser ce nom-là de côté et regarder pour d'autres noms. D'ailleurs, les citoyens sont invités à voter pour le nom de la nouvelle municipalité. Alors, pour continuer, tu as une entrevue avec Véronique Lemay. Effectivement, Véronique. On voit quelque chose de plus léger. Oui. Ben oui et non, parce qu'en fait, elle vient nous parler du projet Thérèse, qui est un projet pour accompagner un peu les personnes en fin de vie et leurs familles en leur offrant des moments significatifs. Donc, on va regarder l'entrevue. Ça va se dérouler à la Maison du Bouleau Blanc. Donc, Véronique, tu es quand même assez connue dans le milieu amossois et même au Québec en général. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais écoute, j'ai toutes sortes de beaux projets un peu partout. Effectivement. Mais là, tu as un nouveau projet qui s'en vient, c'est le projet Thérèse. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement? Avec plaisir. Le projet Thérèse est né dans la tête de Jean-Pierre Gravel. Jean-Pierre, c'est mon cousin, et le fondateur de l'entreprise Département des Moments. Le Département des Moments, sa mission, c'est de créer des moments de bonheur, autant pour les particuliers que les organisations. Et il y a 9 ans, on a vécu tous les deux ensemble et avec notre famille Rioux des moments assez marquants à la Maison du Bouleau Blanc, quand notre grand-maman Thérèse était en fin de vie là-bas. On a vraiment vécu, un moment très, très marquant. Et Jean-Pierre s'est dit, j'ai envie de trouver une façon d'apaiser les gens qui sont dans cette situation-là, qui accompagnent les gens en fin de vie, et à quelque part de faire vivre l'héritage de grand-maman Thérèse. Et c'est là que le projet Thérèse est né. Il a donc approché la Maison du Bouleau Blanc, ici à Amos, maison de soins palliatifs, qui sera la première, je dirais, au monde à avoir un projet comme celui-là. Et concrètement, le projet Thérèse, ça permet donc de créer des moments, mais quel genre de moments, de quelle façon? Ça va être vraiment très personnalisé et je dirais à quelque part des moments de simplicité aussi. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'arriver avec des gros cadeaux et des choses comme ça, c'est de faire vivre un moment, de faire vivre des émotions à ces familles-là qui voudront bien. Vraiment, c'est volontaire et c'est sans frais. Donc ça, c'était très, très, très important. Et d'ailleurs, c'est rendu possible grâce à notre partenaire Norascon, bien connu ici à Amos, qui s'implique beaucoup dans le milieu et qui a accepté d'emblée de participer à ce beau projet Thérèse-là. Donc, les gens qui voudront y participer vont avoir un formulaire. Donc, je vais avoir un complice dans la famille du patient ou de la patiente qui va répondre à des questions assez simples. Par exemple, quelle est sa senteur préférée? Quel est son plus beau souvenir? Bref, on va s'inspirer de la vie de ces gens-là pour créer des petits moments de bonheur sur mesure pour peut-être apaiser un peu les cœurs, apporter un peu de douceur et de lumière dans ces moments plutôt difficiles. Parce qu'on s'entend, la mort, c'est pas toujours bien vu, surtout dans le monde occidental, on voit ça comme une grande perte. Absolument. Plutôt que de célébrer la belle vie que la personne a eue. Oui. Donc, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Bien, c'est gentil et vraiment,
Je suis honorée que Jean-Pierre ait pensé à moi pour être la porteuse de ce projet-là. Bien sûr, lui est basé à Montréal, donc ce serait difficile pour lui d'être le porteur. Et on espère que ça va faire des petits, puis qu'ailleurs, on va pouvoir implanter ça. Mais je ne suis pas surprise que la belle équipe de la Maison du Bouleau Blanc ait accepté. C'est une équipe, à quelque part, je trouve visionnaire, qui aime les nouveaux projets, qui aime se démarquer. Alors, on est vraiment honorés qu'ils aient accepté ce beau projet Thérèse-là. Pourquoi avoir choisi la Maison du Bouleau Blanc en particulier? C'était écrit dans le ciel que ça devait être à la Maison du Bouleau Blanc en premier, parce que c'est là où on a vécu la perte de grand-maman, l'accompagnement de grand-maman. On a été tellement bien supportés à travers tout ça avec l'équipe de la Maison du Bouleau Blanc. Jean-Pierre et moi, on est convaincus que leur travail, c'est un des travails les plus... comment je pourrais nommer ça? C'est quelque chose d'avoir, oui, accompagner les patients, mais accompagner les familles aussi dans tout ça. Et je considère avoir un lien privilégié aussi avec la Maison du Bouleau Blanc parce que mon papa, quelques années après, a passé à la Maison du Bouleau Blanc. Il est resté 2 mois et demi quand même. Donc, c'est rare que des patients ont la chance d'être hébergés là pendant 2 mois et demi. J'ai beaucoup côtoyé cette équipe-là. Mon conjoint et moi, on a souvent fait de la musique dans leur souper gastronomique. Et même, leur équipe nous a approchés, Francis et moi, pour créer un hymne, une musique pour la Maison du Bouleau Blanc. Et à ce moment-là, je n'avais jamais rien vécu à cet endroit-là. Donc, j'avais dit à M. Vézo, pouvez-vous me donner des témoignages de gens qu'on s'imprègne un peu de ce qui se passe là? Et il est arrivé la maladie de grand-maman Thérèse. J'ai donc vécu et par la suite, avec l'aide de ma famille Rio aussi, j'ai demandé à ceux qui avaient vécu ça avec moi comment vous vous êtes sentis. Avez-vous des mots, des phrases que vous aimeriez intégrer dans cette chanson-là? Et donc, on a créé cet hymne-là. Alors, encore une fois, la Maison du Bouleau Blanc se démarque puisque c'était la première maison de soins palliatifs au Québec à avoir son hymne. Ah, je ne savais même pas qu'ils avaient un hymne, c'est intéressant. Oui, vraiment, ça s'appelle « Là où le temps s'arrête », si jamais les gens veulent aller voir sur YouTube. OK, le nom de la chanson me dit quelque chose, par exemple. Ah, intéressant. Fait que, on va peut-être pouvoir la glisser dans l'émission, ce serait bien. Merveilleux. J'aimerais que vous me parliez un peu, peu importe, là. Le tu va faire l'affaire. C'est bon. Que tu me parles un peu de Thérèse Rioux. Oui. Parce que c'est elle, au final, qui a donné l'idée, on va dire. Mais c'était quel genre de personne? Ah, grand-maman Rioux, comme on l'appelait, Thérèse Carignan-Rioux. J'ai trouvé ça exceptionnel de vivre ces moments-là avec elle en fin de vie parce que pour moi, cette femme-là a répandu beaucoup d'amour dans sa vie. C'est une femme qui aimait beaucoup les gens, beaucoup entrer en contact avec les gens. Elle aimait profondément sa famille, ses amis. Et j'ai eu l'impression, lorsqu'on l'a accompagnée en fin de vie, que cet amour-là lui revenait. Donc, quand c'était le temps de son dernier souffle, on était beaucoup qui étaient dans sa chambre, on était autour de son lit. Elle aimait beaucoup les lampions, on avait chacun un lampion dans nos mains. On m'a demandé de chanter, j'ai chanté sa chanson qu'elle me demandait tout le temps, « Qu'il s'envole » d'Isabelle Boulay. Et j'avais vraiment l'impression que cette femme-là avait semé des petites graines d'amour toute sa vie et que là, elle était enveloppée de cet amour-là à son tour. C'était vraiment une femme de cœur, d'énergie, pas tellement grande, une belle rousse qui déménageait. Qui déménageait, dans quel sens? Dans le sens où elle avait de l'énergie, elle bougeait beaucoup, elle parlait beaucoup au téléphone. C'est sûr que si on appelait chez grand-maman, c'était occupé. Il n'y avait pas de 2 lignes là, à ce moment-là, chez elle du moins. Donc, c'était un peu un running gag de dire à quel point grand-maman, elle aimait discuter avec les gens, que ce soit sa famille, ses amis et tout ça. Donc, c'est vraiment, à quelque part, un peu une idole pour tous ses petits-enfants. Elle avait vraiment une relation particulière avec ses petits-enfants. J'ai pas vu ça souvent.
beaucoup, beaucoup d'amour. Je pense que c'est vraiment ça, c'est le mot qui la représente. Et lorsqu'elle a appris qu'elle allait partir, comment elle l'a vécu? Est-ce qu'elle t'en a parlé un petit peu? C'est vraiment arrivé vite. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle l'a réalisé. Je pense qu'elle en a discuté plus avec ma maman. Je pense qu'elle était fière de sa vie. Je me rappelle que ma maman me dit ça, qu'elle était contente de ce qu'elle avait vécu, de sa belle gang. Je ne sais pas jusqu'à quel point on est prêt à vivre ce genre de choses-là, mais je me rappelle que dans les dernières années, elle nous disait « Ah, je vieillis, je commence à avoir moins d'énergie, tout ça ». Donc, probablement que tranquillement, elle sentait ça venir quelque part, mais ça a été vraiment très, très vite. Je me souviens d'être allée la voir à l'hôpital un mercredi après-midi et je me suis assise sur son lit, puis elle m'a regardée, puis elle a dit « C'est beau tes cheveux ». Savez-vous, j'ai dit « Est-ce que vous savez à quel point on vous aime, grand-maman? » Puis elle a fait un signe de tête que oui. Donc, quand je dis qu'elle a semé beaucoup d'amour autour d'elle et que ça lui est revenu, je pense que ça, elle l'a compris, elle l'a senti. Et vers la fin de la journée ou le lendemain, elle était transférée au Boulot Blanc et là, elle était plus consciente. Fait que ça a été très vite et elle a été 4 jours à la maison du Boulot Blanc. Donc, ça a été beaucoup d'émotions pour nous et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de synchronicité, je vais dire ça comme ça. Elle est décédée le 29 septembre, le jour de mes 29 ans. Donc, j'ai fêté ma fête entourée de ma famille à la maison du Boulot Blanc le 29 septembre pour mes 29 ans. Donc, c'est spécial. Et hier, lors de l'annonce, le 6 avril, c'était la fête de ma grand-maman, qui aurait eu 95 ans. Et c'est le moment numéro 95 du département des moments. C'est vraiment un hasard, là. Ça n'a pas été réfléchi comme ça. C'est vraiment un hasard. Alors, il y a plein de belles petites synchronicités comme ça dans ce projet-là. Un peu comme si votre grand-maman Thérèse vous lançait des messages. Exactement. Tout s'aligne, tout fait du sens. Vraiment, là, on est vraiment contents. Mais c'est vraiment un beau projet, puis on souhaite ça à toutes les personnes qui doivent vivre un deuil, de pouvoir vraiment être bien entourées, puis de pouvoir célébrer le départ plutôt que de pleurer le deuil, quoique on va tous pleurer. Absolument. Si ça arrive. Là. Ça fait partie du processus, mais tu as raison qu'on peut voir ça aussi comme une célébration. Je suis souvent appelée à chanter dans les funérailles et il y a plein de gens qui me disent « Comment tu fais pour faire ça? » Mais pour moi, c'est de rendre hommage à cette personne-là, à sa vie. C'est un honneur qu'on me demande d'habiller en chanson la célébration de la vie de quelqu'un. Donc, il ne faut pas oublier ce côté beau de la chose. Bien, merci beaucoup, Véronique, d'avoir été là aujourd'hui. Merci de m'avoir reçue. En enchaînant, le gouvernement a décidé de verser 3 millions de dollars à Pepsi pour l'autonomie alimentaire, ce qui est quand même ironique considérant que les petits jardins, les petites agricultures locales, les fermettes, ont de la difficulté à arriver, surtout avec l'inflation qui est arrivée récemment. Émilise Lessard-Terrien s'est enflammée sur les réseaux sociaux parce qu'elle a vu que les jardins tomates et camomilles de Rouyn-Noranda avaient fait un appel à la population pour avoir de l'aide, justement, parce que financièrement, ça va pas bien. Puis pendant ce temps-là... On donne 3 millions à Pepsi et pour ce qui est bon c'est ça. Donc, la députée de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, juge que l'argent a été mal investi et qu'il faudrait privilégier vraiment les petits endroits locaux. Et c'est avec ça qu'on se termine? Ah non, en fait, il y avait il y avait un petit sujet... Oui, un petit sujet plus léger. Chez Pierre Damos fête ses 100 ans. Donc, ce mois-ci, ça fait 100 ans que la boutique existe, qui existe quand même presque depuis le début de la création d'Amos. Alors, il y a même des élus municipaux qui sont venus souligner ça cette semaine. Là, c'est pas mal... on a fait le tour. Oui! On a fait le tour. Donc, en cette journée pluvieuse, on va vous souhaiter à tous... Bon printemps, puis pour ce qui est de la 6e vague, on a hâte que tout se termine. Oui! Donc, on va souhaiter une belle semaine à nos auditeurs et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine émission de l'Actu Plus.